Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Podgorica, c'est chaud. En ce troisième jour de combat, le championnat continental est à son pic, la mêlée est générale et il faut être costaud pour tenir les lignes. La première impression qui émerge comme une évidence, le judo ne suffit pas, la tactique non plus, il faut une cohérence globale technique et tactique, physique et mentale pour l'emporter sur l'autre, abattre son jeu comme au poker et voir si l'adversaire a mieux. Mais il n'y a pas de bluff possible et tout le monde est all-in à chaque main. Il faut faire tapis avec ce qu'on a. À commencer, c'est la base par l'acceptation de la souffrance. C'est le premier des rapports de force, le premier des duels. Même avec du judo, même avec l'expérience, celui qui n'est pas prêt à souffrir n'a pas sa place dans l'équipe car s'il y a des tours faciles, ils ne font que reculer le premier choc, celui où on va être confronté à aussi dur, aussi fort que soi. C'est peut-être un peu ce qui a manqué à Marie-Ève Gaillet aujourd'hui, cet engagement assumé dans la souffrance qui permet de maintenir le cap quand on est secoué, de ne pas donner les avantages à l'adversaire qui les réclame. Sans doute encore un peu en deuil d'une année olympique qui ne s'est pas passée comme elle le souhaitait, à peine échauffée par un grand chelem de Paris qui ne l'avait pas beaucoup poussée dans ses retranchements et dont elle sortait avec une médaille de bronze trop rassurante pour être honnête, elle n'a pas eu à forcer non plus dans la matinée pour écarter avec son grand Osotogari, trois droitières trop modestes pour l'inquiéter, le quart se jouant contre la très juvénile serbe Alexandra Andrić, championne du monde en 2023 et championne d'Europe 2024 en cadette, génération Nina Mouteba et Lucie Rullier. Pour situer pour nos connaisseurs, ce sont nos meilleures cadettes dans la catégorie, et déjà troisième du championnat d'Europe junior la même année, sur le même podium que la française Teofila Tarbes-Takam. Mais tandis que cet enfant des Balkans qui n'avait rien à faire là normalement, réussissait ensuite deux formidables exploits au-dessus de ses moyens originels, en crucifiant en repêchage l'Allemande Butkereit, 5e mondiale et vice-championne olympique, et en épuisant la jeune Portugaise Thaïs Pina, 16e mondiale, pour remporter une médaille de bronze senior inenvisageable pour ses 17 ans, Marie-Ève Gaillet, pour qui tout roulait jusque-là, se voyait privée en deux combats difficiles de la médaille conforme à son classement et à son autorité. La vice-championne du monde 2024 avait pourtant une demi-finale qu'elle aurait dû gérer si on s'en référait à la logique statistique. Une adversaire qu'elle connaît bien pour l'avoir déjà dominée 5 fois lors de leurs 5 précédentes rencontres ces 6 dernières années. La grecque Elisabeth Teltsidou est une gauchère, ce que notre grande droitière n'apprécie guère, on le sait, mais elle n'a jamais été capable de résister à la garde et au rythme de la championne française jusque-là. Cette fois, c'est elle qui la prenait un peu de haut, plaçant sa hanche de gauchère avec facilité pour marquer par 2 fois. La numéro 4 mondiale pouvait sauver tout de même une médaille de bronze face à la Croate Lara Zvečko, encore une fille des Balkans, encore un pays limitrophe. Une gauchère, elle aussi, que Marie-Ève n'aimait pas beaucoup car elle l'a déjà écartée du podium sur un championnat d'Europe en 2021. Pas de sursaut pour sauver au moins la mise, elle était une nouvelle fois dominée et enroulée par 2 fois. Cette médaille qui manque, ce podium sans tricolore en ce troisième jour, c'est une première pour les féminines qui avaient su placer l'une de leurs représentantes en moins de 48 kg, en moins de 57 kg, rappelons que nous n'avions pas de moins de 52 kg engagés, et en moins de 63 kg. Marie-Ève Gaillet avait seule la responsabilité sur cette catégorie des moins de 70 kg, mais sans doute pas les ressources de fraîcheur et de motivation. La souffrance, qui n'est pas consentie, prend ensuite une autre forme, celle de la frustration devant le fait accompli. En or pour ses 2 dernières sorties européennes, la Parisienne n'est même pas sur la boîte en 2025 et hypothèque peut-être ses chances pour une sélection au championnat du monde à venir, car d'autres ont montré leur appétit et accèdent aux médailles. À 28 ans, la championne du monde 2019 a encore cependant beaucoup de titres à aller chercher et pourquoi pas jusqu'à Los Angeles. Il faudra juste retrouver en chemin une véritable envie de le faire. Ce n'est sans doute pas l'envie qui a manqué à Arnaud Aregba en cette journée, mais de l'expérience et avec elle le calme intérieur qui permet de gagner les parties serrées. Manifestement stressé pour sa première grande sélection, il vivait une sorte de cauchemar éveillé pour son premier combat. À 20 ans, le grec Haris Zaragkas est 205e mondial et n'a qu'une seule victoire à faire valoir dans le circuit à points du judo mondial au championnat du monde junior de Dushanbe contre l'Australien Keishin Oshii. Pourtant, c'est lui qui tourmentait le 31e mondial, médaillé au Grand Prix de Croatie. Pris d'abord dans un petit croche-pied en Kosotogari, Aregba avait le mauvais réflexe de partir sur le dos comme pour enchaîner au sol, offrant ainsi un waza-hari alors qu'il pouvait éviter le yuko. Déterminé ensuite à prendre le contrôle sur ce grec récalcitrant, il se prenait encore un yuko sur Kouchigari à quelques secondes de la fin.
Le temps était quasiment égrené, il restait 3 secondes, quand il parvint à saisir à bras-le-corps ce Zarakas qu'il jetait sur le dos pour Wazahari, et le compteur affichait 0 minutes et 0 secondes quand l'arbitre déclencha le Hosaikomi. Et il gagnait finalement ce combat comme on se réveille en sursaut d'un mauvais rêve. Malheureusement pour lui, c'est un drôle d'engin qui se présentait au jour suivant, la mauvaise rencontre du jour, le russe Timur Arbuzov, 21 ans, est déjà vice-champion du monde. Il est difficile de dire si Arnaud Aregba était mieux, c'est probablement le cas, mais il y a des circonstances où ce qu'on peut proposer n'est simplement pas suffisant. Il eut juste le temps de tenter un Seoinage et, confiant dans ses qualités d'arracheur, d'accepter la très haute garde croisée du jeune russe qui le déroulait alors dans un irrésistible Tsurugoshi qu'il suivait habilement au sol. Sortie prématurée pour Arnaud Aregba, entrée en piste de Timur Arbuzov. Il ne payait pas de mine avec son visage encore très jeune, un physique peu dessiné. Mais il allait traumatiser cette prestigieuse catégorie toute la journée et peut-être bien, comme ses camarades d'équipe, tous un peu sortis du même moule, transformer le judo de demain. Sa proposition, comme tous les autres, des gardes très hautes et une stabilité impossible à prendre en défaut, de très forts mouvements sur la base de ce contrôle, de bonnes techniques de jambes, Sumigaishi, Tsurigoshi, avec en background un niveau technique général au-dessus du lot. Mais ce qui impressionne, ce qui change la donne, c'est sa façon de gérer le travail au sol. Il allait l'emporter ce vendredi en passant sur les deux prestigieux, les stars belges et géorgiennes Mathias Kass et Tato Grigalashvili, habitué à se partager l'or quand le japonais Nagase n'est pas là. Il prenait le premier en demi-finale, l'agressait au sol sans lui laisser une seconde de répit, et malgré son aisance dans ce secteur, le Belge lui abandonnait un yuko sur immobilisation. En finale, le Géorgien cherchait à échapper à la lessiveuse en se relevant, mais cramponné à lui, le jeune Russe ne le laissait pas reprendre ses marques, le repoussait au sol pour une nouvelle séance et marquait même un yuko à cette occasion. Le Belge comme le Géorgien sortaient vexés de leur défaite, avec le goût de l'humiliation dans la bouche. Pas de Français non plus sur ce podium des moins de 81 kg, et là aussi c'était une première après les médailles obtenues en moins de 60 kg, moins de 66 kg et moins de 73 kg, mais un quatrième russe en finale et un deuxième en or, cela commence à se voir. Moins de 90 kg, c'était la dernière catégorie masculine pour nous, et une belle catégorie avec une histoire à raconter, deux bons camarades aux caractères différents et aux propositions presque opposées. Une histoire qui s'entremêle avec juste avant les Jeux la sélection de Maxime Gaël Ngaya Pambou, dit MG, devant son rival constant Alexis Mathieu. Le premier est un enfant d'Anières et de la Squad, le groupe d'entraînement des juniors dans les années Covid. Le second est un fils de prof et de champion, heureux héritier judo d'Alice Dubois, ancienne internationale, et de son père Fabrice, ancien médaillé national junior et senior, et responsable du pôle de la Nouvelle-Calédonie où Alexis est né. Ces deux-là devaient se rencontrer en quart, c'était espéré. La victoire pouvait bouger les lignes, affirmant la prise d'autorité du plus jeune, le formidable médaillé olympique, ou du retour au devant de la scène d'un aîné de plus en plus séduisant et efficace. Du judo, Alexis Mathieu en a plein les mains, c'est la force de ce qu'il propose. Puissant, technique, et il ne faut pas faire l'erreur non plus quand on lui tourne le dos, car il est terrible dans ses uranage. Comme pouvait d'ailleurs le constater l'Italien Bedel qu'il rencontrait au second tour et qui avait cru pouvoir le surprendre sur une combinaison de techniques de jambes. MG, de son côté, est plus buffet normand que Comtoise Louis XV. Combattant inlassable, il se bat sur les mains jusqu'à imposer sa garde croisée pour des sumigaishi latéraux. Sa force, c'est surtout dans la tête. Leur affrontement fut constamment indécis. Aucune des deux propositions, des deux cohérences ne semblant prendre le dessus. À 6 minutes de combat, Maxime Gaël a une pénalité de retard et un peu de mal à trouver la faille sur le technicien néo-calédonien, de plus en plus libre de s'exprimer. C'est d'ailleurs lui qui enchaîne au sol, voit l'opportunité d'un étranglement et se glisse sous le corps adverse pour conclure, sans penser que l'arbitre va donner le Hosaikomi et que 5 secondes plus tard, il va prendre le premier yuko. Manifestement, l'étranglement était bien placé, mais l'idée de cet étranglement, franchement pas. Alexis Mathieu a tout pour lui, sauf la petite voix intérieure qui lui dit de rester concentré sur son schéma, de ne pas prendre un risque inutile. S'il la trouve, rien n'est encore écrit pour l'Olympiade. La leçon est en tout cas assez cuisante pour se mettre en urgence en quête du moyen de ne plus refaire une telle erreur. Malgré la déception, il eut le grand mérite d'aller gagner un combat difficile de repêchage contre le Géorgien Jabniashvili, auquel il administrait un uranage, un magnifique aregoshi en passant la tête sous le bras et une jolie clé tout en vivacité pour finir. De son côté, MG restait dans son registre et faisait exploser un top 3 mondial devant un public chaud pour lui et qui scandait son prénom, le Serbe Nemanja Majdov.
Champion d'Europe 2023, vice-champion du monde encore en 2024, qu'il jetait sur le dos en Haut-Sotogari. Deux propositions différentes, deux médailles potentielles dans cette belle catégorie, où la Russie n'avait certes pas cherché les noises en ne nommant aucun représentant, mais où la Géorgie avait placé deux hommes forts, les deux Français étaient là. Comme hier, cependant, on allait finir le feu d'artifice sans le bouquet final. Alexis Mathieu resterait finalement au pied du podium, piégé par l'Azerbaïdjanais Fatiev, qui se laissait soulever en glissant la jambe dans son Uranage. C'est dur parce qu'on met tout, on met tout en place pour le jour J. Je fais une boulette sur le quart. J'ai saisi une opportunité qui n'était pas forcément au meilleur moment. Au Golden, c'était un peu compliqué, mais j'avais la main dessous. Et je sais pas, je suis parti parce que c'était instinctif. Et je me suis retrouvé dessous et ça a été un peu compliqué. Parce que j'avais même plus en tête que c'était 5 secondes au Golden. Enfin bon, bref, j'ai vraiment réagi à l'instinct sur le truc et je le paye cher. Et derrière, sur cette place de 3, quelqu'un de très physique, on se connaît assez. Il a mis beaucoup de choses en place pour éviter que je m'exprime. J'ai pas forcément trouvé la solution. Et puis je monte vite en pénalité, donc ça a été un peu compliqué. Derrière, pareil, je monte une main et j'ai une opportunité, donc j'y vais à fond. Et je suis dans le combat, je vois même pas comment je tombe. Je sais juste qu'il tombe un peu sur la tête, je crois, il me semble. Donc je sais même pas s'il y a quelque chose d'accroché quand on est dedans, on sent pas forcément les choses. Donc je referai un point plus tard, mais ça fait chier de passer encore à côté. Physiquement, on a vu que j'arrivais à enchaîner les combats même dans le dur. Que ce soit l'enchaînement du gros Golden sur Max, d'aller enchaîner sur le Géorgien, qui en plus de ça me connaissait puisqu'on s'était pris en Géorgie, il voulait vraiment me massacrer. Et malgré un état un peu compliqué, j'ai réussi à répondre présent. Donc ça progresse, c'est pas encore ça. Quant à notre jeune médaillé olympique en finale, sa proposition de dureté allait un peu glisser sur les plumes du canard italien Parlati, qui ne se laissait pas envahir ni saturer par son rythme, qu'il parvenait facilement à brider pour se retrouver tranquillement dans sa zone. Il trouvait l'ouverture pour un Uchimata sans se forcer. L'occasion était belle pour un titre continental dont on a compris à quel point ils étaient durs à prendre, mais c'est l'Italien qui la convertissait avec ses moyens. C'est le jeu et Maxime Gaël Ngaya Pambou devait l'accepter. Je suis très déterminé, donc d'avoir perdu cette finale, ça me déçoit beaucoup, mais je sais que c'est quand même une belle médaille, que c'est pas facile de faire une médaille en championnat d'Europe, surtout après les Jeux Olympiques. Mais je vais aller travailler, je vais aller bosser, je vais aller chercher des médailles. C'était une bonne occasion pour moi d'aller chercher un titre dans un championnat majeur en senior. Donc beaucoup de déceptions. Tomber, aucun judoka n'aime tomber. Donc beaucoup de déceptions, mais je vais repartir au boulot pour aller chercher les plus belles des médailles. Je sais que je peux faire encore beaucoup plus de belles choses. Je travaille beaucoup sur ma palette technique et j'espère qu'un jour je serai assez complet. Nouveau venu sur la chaise chez les garçons, l'ancien entraîneur des féminines, Ludovic Delacote, débriefait lui aussi cette finale. Il avait à faire face à un adversaire avec beaucoup d'expérience, pas facile à manœuvrer. Et puis MG, avec toute la volonté qu'il avait, il a mis du temps à s'installer. Et puis l'autre est resté sur son rythme tranquillement, alors que je pense qu'il fallait élever le rythme justement pour le perturber davantage. Maintenant, voilà, il a fait une super journée, il n'y a rien à dire dans l'engagement, dans l'attitude. Que ça soit MG sur la finale ou l'ensemble des garçons, qu'ils soient médaillés ou pas, ils ont une attitude exemplaire et pour le coup, c'est un vrai bon indicateur en ce début d'Olympiade. Ils étaient déjà habités. Maintenant, la performance a fait qu'ils sont convaincus que c'est le bon chemin. Et ce doit être des locomotives pour le reste du groupe. Une fin un peu sèche, une médaille au lieu de 2 possibles à l'entrée du bloc final. Pas de deuxième titre attendu pour les garçons. C'est la frustration de la dernière heure. Mais l'émotion passée, le temps du bilan arrivé, car aucun masculin n'est engagé dans les 2 catégories restantes, l'équipe de France remaniée après les Jeux peut se sentir confortée par ce premier rendez-vous continental. Avec 5 médailles, dont le magnifique titre d'un nouvel homme fort, nos masculins font leur meilleure performance depuis plus de 10 ans. Les 7 médailles à Montpellier en 2014 et à Budapest en 2013, en pleine époque Riner, Marais, Pietri, Legrand et quelques autres. De bonnes références pour ce groupe naissant, plus solide à chaque sortie, dont nous parle à sa façon le responsable des masculins,
Daniel Fernandez. C'est un super championnat, alors d'un point de vue comptable, premièrement, et puis au-delà de ça, d'un point de vue état d'esprit, c'est top. Alors il y a les médaillés, évidemment, qu'on est tous contents des médailles. Moi je suis content de l'état d'esprit, de leur engagement, et puis c'est une bonne pierre fondatrice au projet Los Angeles 2028. Comme je parlais tout à l'heure, c'est l'état d'esprit, c'est l'engagement, c'est la manière d'être, la manière de vouloir gagner. Alors même s'il faut savoir gagner par un troisième judo, j'ai rien du tout contre ça, mais moi ça me va qu'ils se battent jusqu'à la fin, qu'ils essaient de faire tomber jusqu'à la fin et que ça marche, tant mieux, et parfois ça marchera moins bien, mais l'essentiel il est la démarche, il est ce que montrent les athlètes, et c'est sur les compétitions, sur les championnats, et c'est au quotidien l'entraînement, donc c'est bien, ça valide certains choix, ça valide un état d'esprit, donc c'est bien. La compétition s'arrête du côté de nos masculins, mais elle est loin d'être finie puisqu'il reste les deux catégories masculines, moins de 100 kg et plus de 100 kg, les moins de 78 kg et les plus de 78 kg pour les féminines. 4 médailles d'or qui se jouent, avec la France toujours en tête du classement ce vendredi soir. 4 finales, 2 titres, mais aussi 4 médailles de bronze. La Russie s'est rapprochée, elle est désormais juste derrière avec ses 4 finales masculines pour 2 titres, elle aussi, sans les médailles de bronze. C'est une surprenante Italie qui vient s'intercaler ensuite avec 3 finales pour un titre, comme la Géorgie, mais 3 médailles de bronze en plus. La Russie a le champ libre chez les masculins avec ses redoutables combattants, dont le lourd Tassoyev. La Géorgie peut frapper très fort avec le moins de 100 kg Ilya Sulamanidze et son plus de 100 kg tempétueux Guram Tushishvili. La France devra finir au même rythme que le premier jour pour rester devant et convertir la bonne impression d'ensemble en verdict très positif. C'est donc l'équipe féminine qui aura la responsabilité de défendre le collectif, elle en a l'habitude, et d'arrondir son propre bilan à la hauteur de ses meilleurs jours avec 4 combattantes qui visent toute l'or dans les 2 catégories de reste. La médaillée de Paris de Tbilissi, Fanny Estelle Posuit, et la championne en titre Audrey Cheméo en moins de 78 kg, Léa Fontaine, victorieuse du Grand Chelem de Paris et médaillée européenne 2024, la médaillée olympique Romane Dico en plus de 78 kg. Ça promet de beaux combats, des médailles et de l'or tricolore pour ce samedi. Suivez-nous sur le site L'Esprit du Judo parce qu'à Podgorica, c'est chaud.